C'est l'heure du journal sur E-Télé. Bonjour madame, monsieur, merci de prendre le rendez-vous. Voici les titres. Après 12 ans passés à la tête de la grande chancellerie du Bénin, Koubrat Hosseini cède son fauteuil à Mariam Tchabizime Talata, vice-présidente de la République. C'était ce mardi au cours d'une cérémonie de passation de charge déroulée à Cotonou. Robert Gbian, quant à lui, remplace Mariam Tchabizime Talata au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été élu à l'unanimité des voix par ses pairs ce mardi 1er juin 2021 à l'issue d'une plénière. Et puis, les conclusions du sommet de la CEDEAO ont été exposées aux professionnels des médias. C'est à la faveur d'une conférence de presse animée par Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Voilà pour le sommaire. Passation de charge ce mardi 1er juin 2021 à la grande chancellerie du Bénin. Après plus d'une décennie passée à la tête de cette institution, Koubrat Hosseini cède sa place à Mariam Tchabi Talata, vice-présidente de la République. Une cérémonie fort simple qui s'est déroulée à Semé City devant un parterre de personnalités. On fait le point ici avec Mathieu Bokos-Semiatier Soufou. Voici le geste qui vient définitivement installer Mariam Tchabi Talata Zime dans ses fonctions de vice-présidente de la République, désormais grande chancelière du Bénin. Elle succède ainsi à Koubrat Hosseini, celle qui a servi durant plus d'une décennie à la tête de cette institution. Madame la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, en ce moment où je vous passe le témoin de cette institution, je suis animé par un sentiment de devoir accompli. J'ai, pendant 12 années et plus, donné le meilleur de moi-même au service de la nation et au service de cette maison de récompense nationale. Colistière de Patrice Talon aux dernières élections présidentielles, devenue vice-présidente suite à la réforme du système partisan intervenue en 2019, elle est appelée à prendre les rênes de la grande chancellerie. Tout au long de mon séjour à la tête de cette institution, j'ai honoré, j'ai servi son âme, j'ai respecté, fait respecter et promu ses valeurs à chaque occasion que le temps m'offrait. Avec l'aide d'un personnel jeune et dynamique, avec le concours des conseillers de l'Ordre national du Bénin très expérimentés et ouverts à la modernité, j'ai pu accomplir ma mission avec au règne bien de dextérité. Un travail accompli avec passion, amour, engagement et foi par la chancelière sortante, mais qui n'a pas été sans difficulté. Je ne dirais pas que tout va actuellement bien, dans le meilleur des mondes, non. Il y a encore beaucoup de défis à relever, à savoir trouver des locaux adéquats et dignes de l'institution, avoir une autonomie financière, ce que nous n'avons pas jusqu'à présent, confectionner et remettre les brevets de réception au même moment que le certificat lors des cérémonies de réception dans l'ordre. Ce ne serait pas facile, mais je pense que c'est possible. Enfin, améliorer les conditions de travail et de vie du personnel et des membres du Conseil de l'Ordre national du Bénin. Des défis auxquels la nouvelle entrante s'est fortement préparée à affronter. L'importance d'une institution ne sont pas à prendre dans les attributions, les ressources et les privilèges auxquels elle donne droit, mais dans la qualité des hommes et des femmes qui y travaillent, dans la bonne et vertueuse gouvernance en vue du bien commun, du bien-être de chacun et de tous. C'est l'idéal que je vise en prenant les rênes de cette maison. C'est le rêve que je nourris en prenant en charge la direction. Poursuivre l'œuvre entamée par mon aînée, Madame Koubrat Hosseini, et aller plus loin dans l'amélioration de l'image, des pratiques et de la gouvernance, l'amélioration des conditions de travail du personnel,
la modernisation et la maximalisation de l'institution, c'est ma vision. Une vision qui ne peut être concrétisée sans l'apport des uns et des autres, a conclu la nouvelle chancelière du Bénin. La loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution en République du Bénin telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 a institué au Bénin le poste de vice-présidence de la République. Depuis donc l'instauration de ce poste, des commentaires vont bon train. Occasion ce mardi donc pour la vice-présidente de la République d'apporter des clarifications sur le poste qu'elle occupe. Suivons ici Mariam Chabi-Talata au micro de nos reporters. L'article 54-1 nouveau dispose, je cite, « Le vice-président de la République n'est pas membre du gouvernement. Il représente le président de la République à la demande de celui-ci à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. Il est le grand chancelier de l'ordre national. » À la lecture de cette disposition, certains concitoyens ont estimé que la vice-présidence hors de l'exécutif se distingue des autres fonctions constitutionnelles par sa vacuité, son inconsistance, son absence de contenu. Mais qu'est-ce qui fait la plénitude d'une fonction, sa valeur et sa grandeur? En fait, en dehors de la suppléance et de la représentation du président à sa demande, la responsabilité quotidienne du vice-président de la République du Bénin repose sur la gestion administrative de la grande chancellerie. Dès lors, parler de vacuité de la vice-présidence, n'est-ce pas faire montre d'un nihilisme inhibiteur et destructeur de l'institution et des personnes qui y travaillent? La grande chancellerie, dont la vice-présidente de la République a la charge désormais, n'est pas un néant, un non-être, un vide. C'est une entité administrative, républicaine, dont les agents au quotidien accomplissent des tâches nobles qui contribuent à nous rendre meilleurs par la reconnaissance nationale et la valorisation des mérites des meilleurs citoyens, des Béninois exceptionnels. Chaque pays, dans son évolution, fait ses expériences, trébuche, tombe parfois et se relève en tenant compte de son passé, ses réalités, ses ressources et ses aspirations. L'institution du poste de vice-président de la République et l'insertion de la gestion de la grande chancellerie dans ses charges sont des réponses que le législateur béninois a apportées aux problèmes sociopolitiques et économiques de notre pays. Dès lors, s'impose à nous tous le devoir d'accompagner l'initiative, de la réussir en nous armant de la foi en l'avenir radieux de notre pays, de la volonté commune de vivre et de construire ensemble, afin de la confiance en nous-mêmes et en nos concitoyens. Nous pouvons accomplir ce devoir. Nous en sommes capables, je le sens de plus en plus. Nous en avons maintenant les ressources. Et l'honorable Bion est désormais le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été élu par ses pairs à l'issue de la plénière tenue ce mardi 1er juin 2021. Il remplace ainsi Mariam Chabi-Talata, l'actuelle vice-présidente de la République. Aziza Tchamo. Robert Bian du parti Bloc républicain succède à Mariam Tchabi-Talata au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été choisi par ses pairs à l'unanimité des voix au cours de la plénière de ce mardi 1er juin 2021. Le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale est occupé désormais par l'honorable Dakbe Sossou de l'Union progressiste. Il faut noter qu'au terme de l'article 17 alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que les deux vice-présidents accompagnent le président du Parlement dans l'exercice de ses attributions
en cas d'absence ou en cas d'empêchement de ce dernier et dans l'ordre de préséance. Ils assistent donc le président de l'Assemblée nationale dans l'exercice de ses fonctions et peuvent recevoir de lui une délégation appropriée sur le suivi des services administratifs, des projets parlementaires, de la procédure législative, de la coopération parlementaire et sur le contrôle des structures sous tutelle. On le disait dans les titres, conférence de presse ce mardi 1er juin 2021 du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi. Objectif, faire le point de la participation du Bénin au sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à Accra dimanche 30 mai 2021. Rencontre axée sur la crise malienne. Le point avec Karina Deni. La crise malienne préoccupe les chefs d'État de la CEDEAO. Voilà pourquoi ils ont décidé le dimanche 30 mai 2021, à travers un sommet extraordinaire, de réfléchir sur les voies et moyens pouvant aider le Mali à sortir de crise. Après avoir pris part à ce sommet, Aurélien Agbenonsi a voulu, à travers cette conférence de presse, faire le point des grandes décisions prises aux hommes des médias. Une crise malienne qui a d'ailleurs suscité moult réactions au plan international et régional. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné à l'unanimité cette éviction sans toutefois parler de coup de force ni envisager les mesures correctives. Le président français a prévenu que les pays membres de l'Union européenne seraient prêts à prendre des sanctions ciblées contre les protagonistes. L'Union africaine et la CEDEAO se sont exprimés et, je cite, ont condamné avec énergie ce acte d'une gravité extrême qui ne peut en aucun cas être toléré au regard des dispositions pertinentes de la CEDEAO et de l'Union africaine. Ils ont demandé aux militaires de retourner en caserne et lancer un appel à leurs partenaires internationaux. L'arrestation le 24 mai 2021 de l'ancien président et du premier ministre de la transition par l'armée malienne a entraîné la suspension du processus de transition en cours dans le pays. Après donc délibération du sommet sur cette situation, plusieurs mesures ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les chefs de délégation. Ils ont réaffirmé l'importance et la nécessité de respecter le processus démocratique d'accession au pouvoir conformément au protocole de 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ils ont condamné en particulier toutes les actions qui ont conduit à l'instabilité persistante au Mali et ses conséquences dans la région. De suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO conformément aux dispositions de la CEDEAO. Ils ont demandé la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre civil ainsi que la formation de nouveaux gouvernements qui doit être inclusif afin que ce gouvernement puisse poursuivre le programme de transition. Les chefs d'État ont par ailleurs réaffirmé la nécessité du respect de la période de transition qui est de 18 mois. Ainsi, la date du 27 février 2022 est annoncée pour l'élection présidentielle au Mali. Et elle doit être respectée, absolument maintenue. Un mécanisme de suivi sera mis en place à cet effet, ce qui est une innovation par rapport à ce qui était en place. Le médiateur avait pour responsabilité, disons, de suivre, disons, de manière souple. Mais aujourd'hui, il y a un mécanisme un peu plus vigoureux de suivi de cette transition que les chefs d'État ont décidé de mettre en place. Ils ont aussi réitéré les décisions qu'ils avaient prises antérieurement, sur lesquelles le chef de la transition, le vice-président et le premier ministre de la transition ne devraient en aucun cas être candidats à la prochaine élection présidentielle. À en croire le ministre Aurélien Agbenonsi, le Bénin, avec sa participation à ce sommet, a voulu que le principe du réalisme soit pris en compte. Le président Patrice Talon, tout en condamnant fermement ce mode d'accession au pouvoir, a souhaité que les décisions qui seraient prises à l'issue du sommet ne soient pas des décisions qui conduisent à une impasse, que ce soit des décisions qui permettent une sortie de crise, qui respectent non seulement les impératifs de sécurité de notre sous-région, mais aussi la protection des populations civiles. Les participants à ce sommet extraordinaire ont pour finir exhorté tous les partenaires internationaux à accompagner le Mali dans la mise en œuvre de cette transition. Ils ont à leur tour réaffirmé le soutien de la CEDEAO au Mali.
Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, accompagné d'une délégation des représentants résidents de l'OMS et de l'UNICEF au Bénin, ont reçu leur deuxième dose de vaccin anti-Covid. C'était ce mardi 1er juin sur le site de vaccination du Palais des Congrès de Cotonou. Le reportage de Céline Bovis-Sylvia Idoto. Amener les populations à se faire vacciner contre la Covid-19, c'est tout le sens de cette rencontre, initiée par les autorités en charge du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, accompagné des partenaires techniques et financiers, ont reçu la deuxième dose du vaccin anti-Covid AstraZeneca. Une occasion pour eux d'inviter la grande masse, encore indécise, à leur emboîter le pas. Exactement 8 semaines que nous avons reçu la première dose de vaccin contre la Covid au Bénin, ici même au Palais des Congrès, avec les autorités, le ministre de la Santé, le ministre des Affaires sociales, l'ensemble des chefs d'agence du système des Nations Unies. Aussi bien moi que le représentant de l'OMS, la représentante de l'UNICEF, qui avions commencé la vaccination contre la Covid-19 au Bénin et sommes venus ce jour pour faire notre deuxième dose. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes encore tous bien vivants, bien debout, bien portants. C'est pour dire à la population encore une fois que l'effectivité de la présence des vaccins au Bénin est réelle. Ces vaccins épargnent à coup sûr chaque individu du risque de contamination de la Covid-19. Les représentants de l'OMS et de l'UNICEF rassurent. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Pour se faire vacciner, le vaccin il protège contre les effets graves de la maladie, il protège contre les hospitalisations. Donc c'est un vaccin qui est bon, qui est efficace et qui est recommandé. Et l'ensemble de l'humanité est en train de se vacciner. Donc j'encourage toute la population béninoise à venir se faire vacciner dans les centres de vaccination. La Covid-19 aujourd'hui est une crise surtout pour les droits des enfants. Leur santé, leur protection, leur éducation ont été affectées. Et le seul moyen, en tant que responsable pour nous, de pouvoir continuer à leur assurer un avenir certain, un avenir meilleur, c'est de se vacciner. La vaccination reste la méthode de riposte adéquate pour lutter efficacement contre ce mal. Le ministre a par ailleurs appelé les personnes encore dubitatives à sortir massivement pour se faire vacciner. Lorsqu'on se vaccine contre la Covid-19, c'est quasiment 100% d'éviction de formes graves. La forme grave est évitée quasiment dans 100%. Les formes symptomatiques, on peut encore l'avoir dans un certain pourcentage. Mais on fera la maladie peut-être, mais on n'en mourra pas. Et ça, c'est fondamental quand on sait que chaque personne qui meurt est une perte incommensurable pour le pays. C'est pour ça que je voudrais lancer un appel encore une fois à toute la population pour sortir massivement, pour se rendre sur les sites dédiés dans les localités où elles vivent pour se faire vacciner contre la Covid-19. Notons que le gouvernement a élargi la vaccination à toute personne ayant plus de 18 ans. Les citoyens sont donc invités à faire le geste utile pour le bien de tous. Puis on s'intéresse à l'actualité au-delà de nos frontières. En Chine, un carnaval de la culture populaire a désisté au temple de Dieu dans la ville de Jinhua, c'est dans la province orientale de Zhejiang, attirant des milliers de touristes du delta du Yangtze. Reportage. L'un des points forts du carnaval de la culture populaire est la rue de la gastronomie, qui présente une boulette de riz gluant, appelée zhongzi, de 36 kg, divers plats locaux et des fruits. Le festival s'appelle Baishang et est une ancienne cérémonie sacrificielle de prière en vue d'une bonne récolte l'année suivante. Cette tradition remonte à plus de 500 ans. En 2016, le Baishang a été classé comme appartenant au patrimoine culturel immatériel provincial. Je ne suis jamais venue ici auparavant et je suis surprise par l'étalage de nourriture et par la culture populaire. C'est une formidable expérience. Un autre point fort consiste en un spectacle de danse du dragon effectué par des artistes populaires locaux. Je suis si heureux d'assister au spectacle de danse du dragon. C'est un spectacle très vivant et j'ai goûté à tant de plats et encas locaux. Je me suis beaucoup amusé ici. Le carnaval de la culture populaire propose également des présentations du patrimoine culturel immatériel. Il se déroule jusqu'à samedi. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en notre compagnie. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenen.com, sur Facebook et YouTube, ETélé Bénin tout simplement.